Présence. L'idée dans cette présentation, c'est de regarder comment on peut appréhender les enjeux et les risques en situation de mobilité internationale. Alors, pour ce faire, on va aborder 3 items. Déjà, définir quels sont les statuts en mobilité internationale. Ça, c'est un premier point. Regarder un peu les jurisprudences qui vont encadrer l'environnement des salariés en mobilité internationale. Regarder les pratiques des entreprises et quels peuvent être les risques que les entreprises peuvent rencontrer. Et on tirera une conclusion. Alors, les statuts en mobilité internationale. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de mobilité internationale. Vous en avez 3, à savoir que nous, on définit la mobilité internationale au sens de la sécurité sociale. J'insiste bien parce qu'au sens du droit du travail, ça peut être une autre mobilité. On va avoir le premier type de mobilité, c'est la mission. Alors, la mission, qu'est-ce que c'est? C'est des périodes courtes. Ça peut durer quelques semaines. En général, c'est 183 jours. Ça peut être moins, mais ça peut être légèrement plus. La mission, c'est par exemple, vous avez un service commercial qui va faire un séminaire à Lisbonne, qui va partir une semaine, c'est considéré être de la mission. Vous avez un client que vous souhaitez rencontrer sur place, il est en Angleterre, vous vous déplacez, c'est considéré être de la mission. Donc là, il n'y a pas de schéma spécifique à avoir, puisque de facto, le salarié, il fait partie des effectifs France, il a un contrat de travail français et c'est un salarié classique. La seule démarche qu'il faudra faire, c'est alerter la sécurité sociale lorsque le collaborateur se déplace en mission. Concernant le détachement, alors le détachement au sens, encore une fois, de la sécurité sociale, on va être sur un salarié qui part à l'étranger. Ce salarié, il fait partie des effectifs de la société française, il a un contrat de travail français, il cotise à tous les risques en France et la société va cotiser en France. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans le cas du détachement, il y a des exonérations dans le pays local. Pourquoi ? Vu que je paye mes charges en France, je suis exonéré de payer mes charges en local. Donc, si je prends un exemple, j'ai un collaborateur qui est détaché en Espagne. Dans la mesure où la société française paye ses charges en France, elle sera exonérée de payer ses charges en Espagne, puisqu'elle paye ses charges en France. À savoir une chose, le détachement, il est limité dans le temps, puisqu'au bout d'un moment, on sera forcément obligé de cotiser en local. Donc, en Europe, il est renouvelable une fois et dans d'autres pays, il est renouvelable plusieurs fois. À savoir que vous avez certains pays où vous n'avez pas le droit de faire du détachement. Je pense notamment à la Chine, par exemple. Et le troisième volet, vous avez l'expatriation. Alors, l'expatriation, c'est quelqu'un qui part, qui quitte son pays d'origine et qui va travailler dans un pays, par exemple, je prends mon exemple, en Espagne. Là, par rapport au détachement, la subtilité est la suivante, c'est qu'en fait, il sera obligé de cotiser dans le pays local. Donc, il sera obligé de respecter tout ce qui est protection sociale, respecter toutes les obligations du pays d'accueil. Donc là, il n'y aura plus de cotisation via la France, vu que le salarié va cotiser en local. Il est important de préciser quelque chose, ce n'est pas parce que la société française rémunère le salarié qu'il a le statut détaché ou expat. C'est vraiment, en fait, s'il ne cotise plus à la sécurité sociale, du moment où il ne cotise plus à la sécurité sociale et qu'il travaille dans un pays local, on considère qu'il est expatrié. Donc, il y a 2 incidences. À partir du moment où votre salarié il quitte la France pour travailler dans un pays étranger, à partir du moment où il quitte le sol français, sa sécurité sociale ne fonctionne plus. Il y a souvent des idées reçues de dire j'ai un maintien de droit d'1 an lorsque je quitte la sécurité sociale. Non, ça, c'est pas vrai. Lorsque je quitte le sol français pour travailler à l'étranger, ma protection sociale cesse à partir du moment où je quitte le sol français. Dans certains cas, si le collaborateur le souhaite, on peut avoir un régime qui est facultatif, j'insiste bien, un régime qui est facultatif. On peut cotiser auprès de la CFE. Alors la CFE, qu'est-ce que c'est? C'est la Caisse française des étrangers qui vous permet en fait de garder un lien avec la sécurité sociale française. Et après, à la retraite complémentaire, donc Malakoff, Humanis et Carco. Pour rappel, on est la Caisse de retraite des expatriés et au Pôle emploi international. Alors, un point, toutes ces caisses-là, le collaborateur peut y cotiser à titre individuel ou par le biais d'une société française ou par le biais d'une société étrangère. Maintenant, si on fait un focus sur la législation applicable, en droit du travail, la loi applicable au contrat, elle peut être librement choisie par les parties.
À défaut de ce choix, en général, on applique le droit du travail où la personne a son contrat de travail. Donc, si j'ai un expatrié en Espagne, de facto, je vais appliquer le droit du travail espagnol si j'ai un contrat de travail espagnol. Si j'ai plusieurs pays dans lesquels travaille mon collaborateur, en fait, on va retenir uniquement le pays dans lequel on a signé le contrat de travail. Donc, je reprends un exemple. Si j'ai quelqu'un qui est expatrié mais qui travaille en France, en Espagne et au Portugal, si son contrat de travail a été signé au Portugal, on va appliquer le droit portugais. Maintenant, il y a quand même un deuxième sujet qui, là, va concerner plus le salarié, ça va être le sujet de la fiscalité. Alors là, il y a un droit fiscal interne à chaque pays. Et en cas de conflit fiscal, si on a un conflit fiscal, puisque je rappelle, la fiscalité, c'est plusieurs items, c'est son centre d'intérêt économique, c'est un premier item. Le deuxième item, c'est la règle des 183 jours, et c'est aussi où j'ai ma famille. Donc, si jamais on a un conflit fiscal, on a des conventions qui vont déterminer le côté fiscal. Je vous donne un exemple, on a souvent le cas. Demain, vous avez quelqu'un qui a son entreprise en France, mais qui travaille à Genève. On va appliquer la fiscalité du canton de Genève. En termes de protection sociale, c'est ce que je vous disais en préambule. Il y a un grand principe, en fait. À partir du moment où je suis dans un pays, je dois cotiser où je travaille. Exception les mobilités courtes et le détachement, puisque, comme je vous l'ai dit, la société cotise en France, donc on est exonéré de payer en local. Et là, c'est pareil. Si on a plusieurs pays, on a des conventions bilatérales qui vont déterminer dans quel pays on va cotiser en termes de protection sociale. Toutes ces conventions bilatérales, elles sont visibles sur le CLES, donc CLEI2S, c'est le Centre de liaison européen international de sécurité sociale. Donc là, vous avez toutes les conventions et toutes les obligations en termes de protection sociale de chaque pays. Un dernier point, le maintien dans le système d'origine est généralement facultatif. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, juridiquement, dans le droit du travail, je ne peux pas dire à une société, demain vous avez un expatrié qui part par exemple aux États-Unis, vous devez absolument lui maintenir son régime de protection sociale français. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une zone de contentieux assez forte sur cette thématique-là. En termes de droit du travail, là c'est encore un sujet. Si vous appliquez un contrat de travail français, vous avez l'obligation de cotiser à l'assurance chômage, d'appliquer la convention collective et respecter les dispositions du contrat de travail. Alors, quand je dis un contrat de travail français, ça veut dire plusieurs choses. Aujourd'hui, il faut savoir que dans 90% des cas, l'expatriation a le schéma suivant. Je suis une société, j'ai un directeur commercial qui a un vrai savoir-faire et qui a la tête de la société. Je souhaite, par exemple, lui confier une filiale en Chine. Comment je vais faire pour sécuriser mon expatriation, moi, société française? Bien souvent, je suspends le contrat de travail français et je fais un contrat de travail local. Même s'il y a une suspension du contrat de travail français, vous continuez à devoir appliquer le droit français. Pourquoi? Parce que lorsque l'expatrié va terminer sa mission, vous aurez l'obligation de le réintégrer dans vos effectifs parce que vous ne l'avez pas licencié. Donc, de facto, vous aurez l'obligation de respecter le droit français. Un nota bene sur l'assurance chômage, vous pouvez cotiser sur l'assurance chômage uniquement en dehors de l'espace économique européen, parce qu'en Europe, il y a des accords avec la France. Donc, si demain je travaille en Italie, je pourrais récupérer mes droits italiens au Pôle emploi et les rapatrier en France. Et en dehors de l'espace économique européen, je dois cotiser à l'assurance chômage qui s'appelait anciennement le GARP. Maintenant, si on regarde le schéma de la protection sociale suivant le statut, donc c'est le suivant. En fait, en France, vous voyez, vous avez une complémentaire santé, une prévoyance et vous avez une sécurité sociale française. Jusque-là, c'est le schéma classique de tout le monde. Si je vais sur ma droite, le collaborateur détaché, il a exactement le même schéma. Comme je vous l'ai évoqué en préambule, le collaborateur détaché, c'est un salarié français et il a exactement le même dispositif de protection sociale que n'importe quel autre salarié. Maintenant, si je regarde un collaborateur expatrié, j'ai deux solutions. Alors, je rappelle que les deux piliers, dans les deux cas,
quand je suis expatrié, je dois respecter mes obligations locales. Donc, je dois cotiser à ma sécurité sociale locale. Après, j'ai une autre solution, c'est prendre un contrat privé au premier euro. Donc, un contrat au premier euro, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où je dépense 1 euro, je suis automatiquement couvert. Je n'ai pas trop d'organismes qui vont m'indemniser. Et après, j'ai la deuxième solution qui est de prendre un contrat en complément de la CFE. Donc, la CFE, la Caisse des étrangers, donc qui va vous couvrir exactement sur les mêmes risques que la sécurité sociale. Je peux prendre une santé, une prévoyance, et derrière, j'ai ma CFE et j'ai toujours ma sécurité sociale locale. Souvent, bien souvent, quand on présente ce schéma aux entreprises, on nous fait souvent une réflexion en disant « Mais attendez, je ne comprends pas, en fait, je cotise à la CFE et je recotise à une sécurité sociale locale. » Alors, c'est vrai, les sociétés ont le sentiment de cotiser 2 fois, ce qui est vrai dans les faits. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met, et j'insiste bien, on a la sécurité sociale la plus favorable au monde. Et aujourd'hui, si demain, vous ne prenez pas la CFE et que vous prenez uniquement une sécurité sociale locale, en termes d'indemnisation, vous allez recevoir que l'indemnisation du droit local. Donc, si je prends l'exemple du UK, au UK, quand vous avez un arrêt de travail, vous avez une indemnisation qui est équivalente à 40 € par jour. On ne sera pas du tout sur les mêmes prestations que la sécurité sociale française. Maintenant, si je prends le même schéma concernant le statut. En France, vous avez, alors ça c'est une particularité française, il faut bien le noter, c'est qu'en France, en fait, on a un pilier, mais en fait, c'en est deux. On a la retraite complémentaire, alors elle s'appelle complémentaire, mais elle est obligatoire, c'est la GER-Carco, et la vieillesse de base qui vous permet de valider vos trimestres. Sur le collaborateur détaché, c'est exactement la même chose. Encore une fois, c'est une spécificité française, il faut bien l'avoir en tête. Dans tous les autres pays au monde, vous avez une retraite de base, si elle existe, et ensuite, vous avez tout de suite un système de capitalisation. Vous n'avez pas de retraite complémentaire de système à points. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut garder une continuité des droits de sa retraite en termes de validation de trimestre, en termes d'acquisition de points, vous devez cotiser à la retraite complémentaire, donc Malakoff Humanis, c'est exactement les mêmes taux qu'en France et ça vous génère les mêmes droits. Sur la CFE, c'est pareil. La CFE va vous permettre de valider vos trimestres. Et lorsque vous partez à l'étranger, par exemple 5 ans, et vous rentrez sur le sol français, vous n'aurez pas trop dans la raquette concernant votre carrière en retraite de vieillesse de base. Et cotiser à la sécurité sociale de base. Là encore, ce qu'on peut avoir encore comme réflexion, c'est de dire, mais j'ai le sentiment à cotiser à 3 organismes alors que je cotise à ma validation des trimestres, donc qui est la CFE vieillesse, et à une sécurité sociale locale. Il se peut dans des pays que vous cotisez à une vieillesse de base. Bon, c'est très bien. En soi, il y a quand même une incidence, et ça, il faut quand même les sociétés en compte. Aujourd'hui, il n'y a pas le cumul de conventions en dehors de l'espace économique européen. Je m'explique. Si demain, vous avez un collaborateur qui, je reprends l'exemple, il part en Espagne 5 ans. Donc en Espagne, vous avez un système de vieillesse. Pendant 5 ans, vous allez cotiser à la retraite espagnole. Et ensuite, vous partez 6 ans en Allemagne. Le collaborateur pourra faire valider ses droits 5 plus 6, donc c'est 11 années, il pourra les faire valider en France. Donc ces 11 années, en fait, la validation de ces trimestres-là va permettre aux collaborateurs d'avoir tous les trimestres requis pour ne pas avoir d'abattement. Admettons, supposons qu'aujourd'hui, pour liquider ses droits, il faut 164 ou 168 trimestres, suivant vos dates de naissance. Le collaborateur expatrié n'aura pas d'abattement parce qu'en fait, il aura toujours ses périodes de cotisation. Donc là, on peut se poser la question de prendre la CFE vieillesse ou pas. Ceci étant, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite en France, on calcule sa rémunération sur les 25 meilleures années. Lorsque vous êtes expatrié et que vous avez cotisé en local, on va prendre uniquement les périodes de cotisation en termes de durée, mais elles ne serviront pas pour le calcul des 25 meilleures années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de cumul de conventions. Je m'explique. Aujourd'hui, si demain, vous avez quelqu'un qui fait 5 ans en Espagne et qui va faire 8 ans au Canada, il ne pourra pas faire 5 plus 8. Il sera obligé de garder une seule convention. Donc là, il faut être extrêmement vigilant de regarder quand on envoie quelqu'un en expatriation. Est-ce que cette personne-là a déjà été en expatriation avant que je le recrute? C'est le premier point. Et le deuxième point, je l'envoie dans un pays. Est-ce qu'il y a une vieillesse de base qui existe?
Donc, c'est vraiment les points de vigilance à avoir. Maintenant, si on parle le coût de la protection sociale. Là, ici, vous avez un tableau. Alors, c'est un tableau qui est issu de la CFE, hein, tout simplement, qui est sur leur site internet, que vous pouvez consulter. Ici, qu'est-ce qu'on vous démontre? On vous démontre en fait le coût de la protection sociale. J'insiste bien, c'est le coût de la protection sociale, on ne parle pas forcément de charges. Donc, l'idée, c'est de dire un collaborateur en France qui gagne 50 000 euros, quel est le coût de sa protection sociale par employeur et par salarial? Alors, je vais arrondir. Aujourd'hui, quelqu'un salarié français qui est détaché, qui a le coût de sa protection sociale aujourd'hui, il est de 20 000 euros. Il est de 20 000 euros. Si je fais une comparaison avec l'expatriation, le coût de sa protection sociale lorsque je suis expat, le coût de ma protection sociale est de 10 000 euros. Alors, comment on arrive à cet écart? En fait, cet écart, il s'explique assez facilement. Aujourd'hui, en France, vous cotisez sur la totalité de votre salaire. Donc, le détaché qui gagne 50 000 euros, toutes les cotisations sont appliquées à hauteur de 50 000 euros. Quand vous êtes expatrié, toutes les cotisations sont plafonnées à la tranche A, donc le premier plafond de la sécurité sociale, sauf le risque accident du travail. C'est ce qui explique aujourd'hui que le coût est nettement inférieur. Alors pourquoi c'est plafonné à la tranche A? C'est tout simplement la CFE, c'est une caisse qui est excédentaire, ce qui est assez rare aujourd'hui. Je crois que c'est la seule caisse qui est bénéficiaire aujourd'hui au sein de la France. À noter, ne pas prendre le raccourci que lorsque j'envoie un détaché par rapport à un expat, je gagne 50%. C'est pas vrai parce que aujourd'hui, quand vous envoyez un collaborateur détaché, vous payez 20 000 euros. Je reprends mon exemple, j'envoie un salarié en Espagne, je paye 20 000 euros en France, par contre, je suis exonéré de payer localement. Alors que là, l'expatrié, j'ai maintenu sa protection sociale, par contre, j'ai l'obligation de cotiser localement. Donc, je vous donne un exemple, en Espagne, on a hauteur de 35% de charges. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, dans certains pays, ça dépend desquels, l'expatriation est plus intéressante que le détachement et peut être un gain financier pour la société. Maintenant, si on regarde des jurisprudences remarquables, pour vous donner un peu un contexte, c'est que historiquement, le monde d'expatriation a bien changé. C'était pas très encadré. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était essentiellement les gros groupes du CAC 40 qui avaient une population d'expatriés. Et aujourd'hui, comme on sait, le marché il est mondial. On peut avoir des startups qui ont des expats. On peut aussi avoir des PME, des TPE. Donc aujourd'hui, n'importe quel type de société, pour chercher des parts de marché, pour agrandir, pour avoir de la croissance, va être forcément tourné à l'international. Donc de plus en plus, on va être consciencieux et ça commence à s'encadrer. Donc le premier cas pratique et qui est quand même important, c'est la jurisprudence DCN. Alors DCN, c'est la direction de la construction navale. Donc la jurisprudence date de 2004, mais les faits sont passés en 2002. Alors pour rappel, on est sur une société, donc direction des constructions navales, qui envoie des salariés expatriés sur un chantier au Pakistan, plus précisément à Karachi. Ils vont affréter, la société va mettre un bus pour affréter ses collaborateurs sur le chantier. Il y a un attentat kamikaze, le bus explose, les 11 salariés décèdent. La faute inexcusable de l'employeur est retenue. Alors, comment on en est arrivé à là? Tout simplement, c'est que la famille des victimes a assigné au TAS, donc le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la société DCN, en disant qu'à l'époque, en 2002, le Pakistan était un pays en guerre et que la société n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour protéger ses collaborateurs. Pour rappel, concernant la sécurité des salariés, la société a une obligation de résultat. Donc, c'est une obligation qui est vraiment très forte et la société doit démontrer qu'elle a vraiment mis tous les moyens en œuvre lorsqu'il y a un sinistre. Donc, il y a vraiment une obligation de sûreté de l'entreprise. Un des cas pratiques qui est aussi remarquable, c'est le méridien. Alors, le méridien, on est sur une chaîne d'hôtels qui, à l'époque, appartenait au groupe Air France. Donc, comment a été fait le contentieux? C'est assez simple. On a 48 cadres expatriés qui étaient des cadres dirigeants qui prenaient la direction des hôtels, qui avaient un contrat de travail français, mais qui étaient indemnisés par les hôtels en local.
Il se trouve que leur retraite était sous-cotisée. Je vous donne un exemple, on connaît bien le dossier. Ces personnes gagnaient entre 150 et 200 000 euros et cotisaient à hauteur de 30 et 40 000 euros pour leur retraite. Il y a un recours collectif qui est fait par l'ensemble des cadres dirigeants et les cadres dirigeants assignent la société Le Méridien, donc j'insiste bien, la société, le siège est en France, donc Le Méridien en France, au motif qu'ils ont un manque à gagner auprès de la retraite. Ce manque à gagner, il a été quantifié à hauteur de 15 millions d'euros. La société se défendait en disant que ce n'était pas eux de cotiser à la retraite, puisqu'en fait, ils percevaient une rémunération locale. Les juges du fond sont prononcés en faveur des cadres expatriés en disant que le contrat de travail il a été conclu en France, qu'ils auraient dû respecter les obligations conventionnelles et de facto qu'ils auraient dû respecter les bases de cotisation à la retraite. Donc la société a été condamnée à payer 15 millions d'euros. L'arrêt Sodexo, et ça c'est un des derniers arrêts qui est quand même le plus significatif, c'est concernant le devoir d'information. Donc Sodexo, on est sur un cuisinier qui est recruté en France et qui va faire plusieurs CDI. Après, il sera CDIsé au sein de la société Sodexo au Congo. Ce cuisinier va faire toute sa carrière au sein du groupe Sodexo, une grosse partie de sa carrière, et il va demander à liquider ses droits à la retraite. Au moment de liquider ses droits à la retraite, il se rend compte qu'il n'a pas du tout de cotisation, il y a vraiment une absence de cotisation retraite. Il va se retourner dans un premier temps contre la société. La société se défendra au motif de dire « Mais monsieur, vous aviez des fiches de salaire depuis la société française et vous voyez bien que sur la société française, il n'y avait pas de cotisation retraite. » Donc là, clairement, la maison mère est reconnue employeur de fait puisqu'il avait été recruté depuis la société française. Et la société est condamnée surtout au motif qu'il n'y a pas eu d'informations au préalable sur les bases de cotisation. Alors ça, c'est vraiment important parce que l'arrêt Sodexo, c'est le premier, en fait, c'est la genèse du décret de juillet 2014 qui impose toutes les sociétés qui ont un candidat à l'expatriation, je dis bien un candidat, c'est même pas la signature de travail, qui ont un candidat à l'expatriation, doivent l'alerter sur les risques de retraite. Alors, pourquoi alerter ? C'est qu'aujourd'hui, en fait, une société, lorsqu'elle recrute un candidat à l'expatriation et qu'elle ne cotise pas à la retraite, mais si ça a été formalisé, le salarié a tout à fait le choix de cotiser à titre individuel. Et c'est ce qui a été reproché en fait à la société Sodexo, c'est que le salarié, s'il avait eu l'information, il aurait pu cotiser à titre individuel. Maintenant, si on regarde dans les faits, parce que là, on a évoqué ensemble la théorie, si on rentre un peu plus dans les cas pratiques, comment aujourd'hui les entreprises font suivant le type de mobilité internationale, et bon, on va évoquer ensemble le premier point, c'est le détachement. Alors, le détachement ne constitue pas une catégorie objective du personnel. Alors, pour rappel, les catégories objectives, vous en avez 3 au sein des sociétés. C'est l'ensemble du personnel, c'est les cadres et les non-cadres. Ça veut dire quoi? Que si demain, j'ai un cadre qui est détaché, bah, il continuera à être cadre et cette personne, elle va cotiser au régime français, donc la retraite, la prévoyance et la santé, et elle va bénéficier du dispositif de la société française. Néanmoins, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a quand même des risques sur le détachement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple un détaché français, vous avez une complémentaire santé chez un assureur en France. Cette personne-là, vous la détachez aux États-Unis. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le contrat français, il n'est pas adapté pour le marché des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les dépassements d'honoraires sont très forts et les plafonds aussi. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur un spécialiste aux États-Unis, on est en 200 et 500 $. Donc, si vous avez une complémentaire santé en France, vous aurez forcément un dépassement d'honoraires. Un autre point qu'il faut quand même noter, c'est le délai de remboursement et surtout le tiers payant en cas d'hospitalisation. Pour rappel, en France, lorsque vous êtes hospitalisé, vous faites une prise en charge et vous avez une partie qui est couverte par la sécurité sociale. Alors, lorsque je suis détaché, ma sécurité sociale à l'étranger fonctionne. Par contre, si demain, vous avez un collaborateur qui est détaché, je reprends mon exemple, en Suisse ou même en Italie ou aux États-Unis, si vous donnez votre carte vitale, on ne fera pas le tiers payant. On ne fera pas le tiers payant, notamment aux États-Unis, vous serez obligé d'avancer les frais. Donc, c'est souvent des grosses sommes.
Et ces frais, ensuite, quand vous les avancez, vous devez avoir la facture, vous devez l'envoyer à la Sécurité sociale de Nanterre qui va renomenclaturer déjà en euros et ensuite, il faudra l'envoyer à votre complémentaire santé. Donc, on voit qu'il y a quand même certaines limites à envoyer un collaborateur à l'étranger uniquement avec le dispositif France. Donc, nous, en fait, ce qu'on conseille aux sociétés, c'est de prendre une garantie au premier euro qui, lorsque vous avez un sinistre, va shunter en fait l'intervention de la Sécurité sociale et de la complémentaire santé française et va supporter 100% du risque. Ce qui évitera de connaître certains contentieux. Et un dernier point que souvent les sociétés oublient, c'est l'assistance fortement recommandée. Il faut quand même avoir en tête que demain, vous envoyez un collaborateur à l'étranger, vous devez effectuer un rapatriement sanitaire. Si vous n'êtes pas assuré, c'est à l'entreprise de le gérer. Donc là, c'est une obligation qui est quand même très forte. Donc, ce qu'on invite à nos clients, c'est de prendre une assistance. Alors, sur plusieurs items, hein, ça peut être la responsabilité civile, parce que c'est pareil. J'envoie un collaborateur sur un chantier détaché pendant 24 mois. Si sa responsabilité est en cause, qui paye? Premier point. Et demain, j'ai un collaborateur qui doit être rapatrié pour des raisons sanitaires. Comment je gère le rapatriement? Donc ça, c'est vraiment important. Un dernier point qu'il ne faut pas négliger, qui est souvent oublié par les sociétés, c'est la prévoyance. Comme je vous l'ai dit, le détaché fait partie de la population française. Donc, ça veut dire quoi? S'il a un contrat prévoyance et si c'est un cadre, vous avez des obligations conventionnelles. Si c'est que le droit du travail que vous appliquez, c'est au moins 3 ans de salaire s'il décède. Donc là, il faut bien vérifier que votre contrat France, il ne prévoit pas d'exclusion de territorialité. Demain, vous envoyez un collaborateur au Congo. Est-ce que mon assureur, si j'envoie quelqu'un au Congo, il ne va pas décéder? Pardon, il ne va pas décéder, la garantie ne sera pas exclue en cas de décès. Donc ça, c'est vraiment des points à verrouiller, parce que malheureusement, on pose la question à l'assureur quand le sinistre il a eu lieu. Et là, s'il y a une déchéance de l'assureur, l'obligation va peser sur l'entreprise. Donc ça sera à l'entreprise d'indemniser la famille des victimes. L'expatriation, il y a un principe, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport au détachement. Là, il y a une obligation de cotiser en local. Alors, cotiser en local, c'est cotiser à la sécurité sociale. Si on est aux États-Unis, c'est respecter, par exemple, l'Obamacare, respecter toutes les obligations locales. Les obligations locales. En termes des protections sociales, vous avez plusieurs solutions qui existent aujourd'hui. Si vous souhaitez garder la continuité des droits avec le régime français, le mieux, c'est de cotiser à la Caisse française d'étrangers et de prendre une complémentaire santé en complément de la CFE. C'est exactement le schéma qu'on a en France. On a tous des garanties en complément de notre régime de base. Et vous avez le deuxième volet qui lui est possible, c'est de prendre une assurance privée au premier euro. Alors, si on prend une assurance privée au premier euro et qu'on ne cotise pas à la CFE, il y a quand même des risques. Et ça, c'est pareil. Bien souvent, on a des sociétés aujourd'hui qui ont des assurances privées au premier euro. Sur le papier, c'est magnifique parce que dès que vous avez un sinistre, l'assureur vous rembourse. Par contre, il y a quand même quelques risques. Ces risques-là, on va les détailler. C'est en fait, lorsque le salarié revient et qu'il a eu un sinistre, il ne sera pas reconnu par la sécurité sociale. Je m'explique. Demain, vous avez un collaborateur qui part, par exemple, au Mexique. Cette personne-là va partir au Mexique. Elle va aller, par exemple, sur son lieu de travail. Elle a un accident de travail dans son lieu de travail. On va considérer que c'est un accident du travail. Déjà, la notion accident du travail, c'est une notion au sens de la sécurité sociale. Ce n'est pas une notion propre au contrat d'assurance. Donc, cette personne-là, si elle est couverte au premier euro, l'assureur va indemniser le collaborateur. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, on va avoir un souci, c'est que lorsque le collaborateur il va rentrer en France, la sécurité sociale va dire « moi, je ne considère pas cette personne en accident du travail, je ne la considère pas en invalidité, puisque cette personne-là ne cotisait ni à la sécurité sociale, ni à la CFE. » Premier point de conflit avec la société, c'est que le collaborateur ne sera pas reconnu par la sécurité sociale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, qui est le plus important et qui coûte le plus d'argent à la société, si vous prenez notre modèle de protection sociale français, quelqu'un qui a 40 ans, qui est en accident du travail, qui passe en invalidité, de 40 à 62 ou 63 ans, il va valider ses trimestres à la retraite. Donc, il sera éligible quand même à avoir une pension vieillesse. Si demain, vous avez quelqu'un, je reprends mon exemple, qui part au Mexique, qui a 40 ans, qui est couvert au premier euro, qui a un accident du travail et qui passe en invalidité, il va rentrer en France, mais de 40 à 63 ans, il ne va pas valider ses trimestres à la retraite, puisqu'il n'aura pas cotisé à la CFE. Donc, le vrai contentieux, il est ici.
Donc, en matière de retraite, il y a un risque d'abattement qui est énorme. Et du coup, de facto, la pension vieillesse sera très faible. Donc ça, c'est vraiment un point à bien verrouiller lorsque vous envoyez quelqu'un en expatriation et qui est couvert au premier euro. Le dernier point, et qui est quand même important, c'est la responsabilité de l'employeur. Encore une fois, l'obligation d'assurer la sécurité des salariés, c'est une obligation d'État. C'est régi par le Code de la sécurité sociale et du travail. L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et mentale de ses collaborateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le devoir d'information. Le devoir d'information qui est assez vaste. On a pu le voir. J'envoie quelqu'un dans un pays, est-ce que, en termes de sécurité, tous les éléments sont bien mis en place pour couvrir mon collaborateur? Sinon, j'ai la faute inexcusable. Pour rappel, quelqu'un qui a un accident en mission, il y a une présomption d'accident du travail. Il y a encore un dernier arrêt qui est tombé. On a un collaborateur qui est en Chine, qui rentre de sa mission, donc il est à l'hôtel, il rentre de sa mission, il glisse dans sa baignoire, il tape la tête, il décède. Il y a une présomption d'accident du travail de l'employeur. Donc on voit que la présomption d'accident du travail pour les collaborateurs en mission, elle va très loin. Et ensuite, une autre obligation qui pèse sur les sociétés, c'est l'obligation de couvrir les déplacements à l'étranger de ses collaborateurs. Et ça, c'est régi par certaines conventions collectives, notamment la métallurgie, la BTP et le Syntec. En conclusion, ce qu'on peut constater, parce que là, l'idée, c'était de vous donner un peu un vernis sur tous les sujets, sur les thématiques de mobilité internationale, c'est que l'expatriation et surtout la mobilité internationale des salariés, c'est une question qui est très complexe. Les incidents, ils ne doivent pas être minimisés parce que c'est souvent, malheureusement, on n'a pas le temps de préparer un candidat à l'expatriation ou détachement, donc on envoie rapidement un collaborateur effectuer sa mission. Donc, c'est important d'avoir une analyse au préalable, même si je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours effectué par les sociétés. C'est important de maîtriser plusieurs aspects, vérifier les obligations locales. Demain, vous envoyez quelqu'un aux Émirats arabes unis, vous avez une obligation locale à respecter. Vous envoyez quelqu'un aux États-Unis, vous devez respecter l'Obamacare, sinon il y a des sanctions financières qui vont jusqu'à 50 000 $ pour une entreprise. Choisir le bon statut. Est-ce que je prends quelqu'un en détachement? Est-ce que je prends quelqu'un en expatriation? Quelles sont les incidences entre les deux? Verrouiller le contrat de travail, parce que comme on a pu le voir, lorsque j'ai un contrat de travail français ou un contrat de travail local, ce n'est pas du tout les mêmes incidences. Et le dernier point, c'est opter pour une bonne couverture sociale. Puisque comme on l'a vu, avoir une couverture au premier euro ou en complément de la CFE, ça indemnise de la même façon. Par contre, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences lorsque le collaborateur rentre en France. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Avec grand plaisir pour y répondre.